Amis de la stratégie, bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Smart Lion. Je m'appelle Fritz et aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer aux échecs chinois. Les échecs chinois portent le nom de Xiangqi, j'espère que ma prononciation n'est pas trop mauvaise, et c'est donc la version chinoise des échecs. Qui dit échec dit jeu de stratégie abstrait qui se joue à 2 joueurs, dont l'objectif est de capturer le roi adverse. Alors pas de panique si vous ne savez ni lire le chinois ni déjà jouer aux échecs occidentaux, ce n'est pas du tout un frein pour apprendre à jouer aux échecs chinois. Avant d'entrer dans le vif du sujet des règles, j'aimerais tout d'abord vous présenter ce qui pour moi fait vraiment l'essence des échecs chinois, ce qui est vraiment particulier et unique. Donc la première chose, c'est le plateau. Alors le plateau, d'abord vous pouvez voir qu'il est traversé par une rivière ou par un fleuve et ça va avoir une incidence sur les règles du jeu. Donc ça c'est tout à fait unique, on retrouve ça dans aucune autre variante d'échecs à ma connaissance. La deuxième chose particulière sur le plateau, c'est cette partie-là qu'on retrouve des deux côtés. C'est en fait un palais dans lequel est enfermé le roi et ses 2 assistants. Ces 3 pièces ne peuvent pas sortir du palais. La troisième particularité des échecs chinois, c'est bien évidemment cette pièce-là, qui est le canon ou la bombarde, qui a un mouvement unique. Quatrième particularité aux échecs chinois, c'est l'absence de structure de pion. Vous n'aurez de pion que sur une colonne sur 2. J'ajoute qu'habituellement, c'est les rouges qui commencent et chacun va bouger une pièce à tour de rôle en respectant les règles de mouvement. Alors chaque camp commence avec une rangée de pions que vous voyez une colonne sur 2, donc sur les colonnes impaires, première colonne, 3e, 5e, 7e et 9e colonne. Dans le palais, vous trouvez au milieu le roi et de chaque côté ses assistants. Ensuite les éléphants, les chevaux et les tours sur les extrémités ou les chariots. Enfin ici vous trouvez les canons. Alors à tout seigneur, tout honneur, commençons par le roi, ou plutôt devrais-je dire le général. En effet, dans la version française, c'est le mot général qui est plutôt retenu. En anglais, on trouvera le terme de king, donc le roi. Alors comme je vous disais en introduction, le général est enfermé dans le palais. C'est cette partie du plateau. Le général peut avancer d'un pas, il peut reculer d'un pas, un pas sur la gauche et un pas sur la droite. Le général étant toujours enfermé dans son palais, ça fait donc 5 points que le général peut occuper. Le général ne connaît pas le même sinogramme selon qu'on joue les rouges ou les noirs. Donc ce que je vous conseille pour les reconnaître dans un premier temps, c'est de retenir que le général est la pièce avec le sinogramme le plus compliqué des 3 pièces qui sont dans le palais. Le général est épaulé par 2 assistants de chaque côté, à gauche et à droite du palais. Notez que le sinogramme des assistants des noirs et le sinogramme des assistants rouges est le même. On peut imaginer un bonhomme avec ses 2 bras et ses 2 jambes. La différence, c'est que pour les rouges, il y a cette clé d'idéogramme supplémentaire qu'on peut retrouver également sur d'autres pièces. Un assistant se déplace en diagonale, donc dans toutes les directions. Et comme le général, l'assistant est enfermé dans le palais. Si bien que les 2 assistants de chaque camp vont se partager 5 points dans le palais. Voyons désormais la prochaine pièce qui est l'éléphant, dont le jeu tire son nom puisque le Xiangqi signifie le jeu des éléphants. Alors il y a 2 éléphants dans chaque camp, éléphant à gauche, éléphant à droite, et chez les noirs c'est cette pièce-ci. Alors notez que ce n'est pas le même sinogramme chez les noirs et chez les rouges. Chez les noirs c'est bien le sinogramme qui signifie éléphant, tandis que pour les rouges, c'est le sinogramme qui veut dire ministre ou ministère, il me semble. En tout cas, dans les 2 cas, imaginez un éléphant avec peut-être les 2 oreilles, une trompe et puis les défenses. Et puis là, peut-être essayer de voir également la trompe et les défenses si vous avez un petit peu d'imagination. L'éléphant se déplace de la manière suivante. Il se déplace en diagonale de 2 intersections. Donc il peut se déplacer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Attention, s'il y a une pièce quelconque sur le chemin de l'éléphant, il ne pourra pas sauter par-dessus la pièce. L'éléphant ne peut pas
traverser la rivière, si bien que vos deux éléphants auront au total 7 points à se partager uniquement. Voyons ensuite le cheval, donc il y en a également 2 dans chaque camp, un à gauche, un à droite, et chez les noirs, cette fois-ci c'est le même sinogramme, à la différence près que chez les rouges, il y a la petite clé supplémentaire, comme on l'a vu déjà pour les assistants. Alors aux échecs chinois, on parle bien de cheval et non de cavalier. En anglais, c'est la même chose, on ne dit pas knight, mais on dit horse. Pour la raison suivante, c'est que son mouvement a une toute petite différence avec le cavalier que vous pouvez connaître aux échecs occidentaux. Alors voyons comment bouge le cheval. Eh bien, le cheval bouge en Y de la manière suivante. Voilà, un Y vers l'avant, un Y sur la droite, un Y en arrière, un Y sur la gauche, ce qui nous donne au total potentiellement 8 points sur lesquels pourra se rendre le cheval au prochain coup. En revanche, ce qui distingue le cheval du cavalier, c'est que le cheval ne saute pas. Donc lorsque je vous dis qu'il fait un mouvement en Y, il est impératif que sur le premier point, le point soit disponible. S'il y a une pièce amie ou ennemie, peu importe, le cheval est bloqué et il ne pourra pas passer à cet endroit. Par exemple ici, un pion obstrue le passage pour le cheval qu'il ne pourra pas avancer, ce qui lui enlève 2 points d'atterrissage. Il ne pourra que aller sur la gauche, sur la droite ou en arrière. Et c'est exactement la même chose si c'est une pièce noire qui bloque le cheval rouge. Il ne pourra pas non plus avancer sur les 2 points devant lui. Il pourra uniquement aller sur le côté ou en arrière. Pour reconnaître le cheval, dites-vous tout simplement que le sinogramme représente un animal avec 4 petites pattes et la queue du cheval et la crinière qui vole dans le vent. Ensuite, aux extrémités du plateau, vous trouvez le chariot, donc il y en a un de chaque côté. C'est le même sinogramme pour les noirs que pour les rouges, et là, une fois de plus, pour les rouges, il y a cette clé qui vient s'ajouter juste pour distinguer les rouges des noirs. Mais sinon, c'est exactement le même sinogramme. Pour reconnaître le chariot, imaginez que le sinogramme en fait dessine un chariot vu du haut avec une charge au milieu ou peut-être des places pour les passagers. Le chariot se déplace exactement comme la tour aux échecs occidentaux, c'est-à-dire de plusieurs pas en avant, plusieurs pas en arrière, sur la gauche ou sur la droite, tant qu'elle n'est pas bloquée par une de ses propres pièces, sinon elle ne peut pas les traverser évidemment, et si sur son chemin elle rencontre une pièce adverse, dans ce cas elle peut s'arrêter sur le point où se trouve la pièce adverse pour la capturer. Ensuite devant il y a une rangée de pions, donc les pions sont sur les colonnes impaires 1, 3, 5, 7 et 9, les pions sont déjà un petit peu avancés. Et on remarque là encore que le sinogramme des rouges n'est pas exactement le même que le sinogramme des noirs. Dans les deux cas, ces sinogrammes signifient soldat. Le pion avance d'un seul point vers l'avant. Lorsque le pion a franchi la rivière, il est promu et en plus d'avancer d'un pas en avant, il peut également se déplacer sur la droite ou sur la gauche également d'un pas. En aucun cas, le pion ne peut reculer, si bien que s'il arrive au bout du plateau, il pourra continuer de se déplacer d'un pas sur la gauche ou la droite, et c'est tout. Enfin, découvrons ensemble la dernière pièce que je n'ai pas encore présentée, qui est la pièce la plus originale des échecs chinois. Il s'agit du canon. Chaque joueur possède 2 canons au départ. Le sinogramme retenu pour le canon est le même dans les 2 cas. Ici, vous voyez le canon. Mais pour les distinguer, chez les rouges est adjoint une clé qui signifie le feu, et chez les noirs, la clé signifie la pierre. Vous n'avez évidemment pas besoin de retenir tout ça du moment que vous avez à reconnaître qu'il s'agit d'un canon. Pour ma part, au début, je me disais qu'il y avait ce trait là qui ressemblait comme un petit peu à une mèche, la mèche de la bombe. C'est juste qu'il ne faudra pas le confondre avec la trompe de l'éléphant.
Le canon est une pièce unique et originale aux échecs chinois, dans la mesure où sa règle de capture est différente de ses règles de mouvement. S'agissant du mouvement, tout d'abord, eh bien, sachez que le canon se déplace comme un chariot, c'est-à-dire vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite, de plusieurs pas. En revanche, s'il y a une pièce adverse sur son passage, cela bloque le canon qui ne pourra pas la capturer. Voyons maintenant la règle de capture du canon. Pour capturer, le canon devra sauter par-dessus une pièce. Et oui, c'est assez surprenant. Prenons cet exemple. Le canon saute par-dessus le pion pour aller capturer l'éléphant. Le canon peut tout à fait sauter par-dessus une pièce amie pour capturer une pièce adverse. Cette pièce qui est interposée entre le canon et la pièce qu'il souhaite capturer s'appelle l'amorce. Dans cette position, imaginez que les rouges déplacent leur pion. Dans ce cas, il n'y a plus d'amorce et le canon ne pourrait plus capturer l'éléphant. Revoyons maintenant le plateau lorsqu'il est vide. Alors sachez que c'est un plateau de 9 intersections sur 10, donc ce n'est pas un carré puisqu'il y a la rivière ou le fleuve au milieu qui vient partager les deux parties du plateau. Là, vous voyez bien le palais avec les traits en diagonale. Et enfin, je voulais vous montrer les marques qu'il y a sur le plateau lorsqu'il est vide. Les marques ici sont à titre purement indicatif pour vous indiquer où placer les pions sur les cases de départ ainsi que les canons. J'aimerais maintenant vous présenter une règle supplémentaire que j'ai annoncée tout à l'heure. Il s'agit de la règle des deux généraux. Donc les deux généraux, c'est les deux rois de chaque joueur. Eh bien, ce qui est extrêmement surprenant, c'est que quand bien même votre roi est enfermé dans le palais, il va exercer une influence offensive pour attaquer le roi adverse. Alors de quelle manière? Eh bien de la manière suivante. En fait, la règle des deux généraux indique que les généraux en fait n'ont pas le droit d'être en face à face, n'ont pas le droit de se regarder dans les yeux. Donc en fait, c'est un peu comme si les rois avaient des rayons laser dans les yeux et ils attaquent en fait le roi adverse à distance. Donc dans cette situation, par exemple, le roi noir ne pourrait pas se déplacer sur la droite car il serait attaqué par le général rouge. Si le général noir souhaite se repositionner sur l'axe central, une pièce devra être positionnée entre les deux généraux. De la même manière, maintenant que les deux généraux sont sur le même axe, l'assistant ici est bloqué et il ne peut pas s'en aller, car s'il s'en allait, ça mettrait le général adverse en échec à la découverte en quelque sorte. Maintenant que vous connaissez le mouvement des pièces, je vous rappelle donc ce que j'ai dit en introduction, le but du jeu aux échecs chinois, ça va être de capturer le général de l'adversaire. Pour vous donner un exemple ici, le chariot attaque directement le général noir, tandis que le général rouge empêche le général noir de fuir. Dans cette position, le général est attaqué, il est en échec. S'il est dans l'impossibilité de sortir de cet échec, il est échec et mat et il a perdu la partie. Pour sortir de l'échec et mat, le général doit soit s'enfuir sur une case qui n'est pas attaquée, soit il doit se protéger pour ne plus être en échec, soit enfin il doit capturer la pièce qui met son général en échec. Si le général est en échec, qu'il est dans l'impossibilité de fuir, de se protéger ou de capturer la pièce qui met en échec, le roi est échec et mat et il a perdu. Mais il existe une autre manière de gagner, c'est de paralyser le roi adverse, en fait une sorte de mat à l'étouffer. Dans cette position, par exemple, imaginons que c'est au noir de jouer, eh bien le général noir n'est pas en échec. En revanche, il ne peut pas se déplacer sur la droite car il serait attaqué par le général adverse, grâce à la règle des deux généraux qui interdit les généraux de se faire face directement, de se regarder dans les yeux. Mais le général ne pourrait pas non plus avancer puisque le chariot viendrait l'attaquer. Dans cette position, il n'y a pas patte comme aux échecs occidentaux, mais la partie est bel et bien perdue pour les noirs.
C'est extrêmement important de bien garder en tête qu'aux échecs chinois, il n'y a pas de patte, ou qu'en situation de patte, cela signifie la défaite. C'est une sorte de mat à l'étouffer. C'est très important au regard de la particularité des échecs chinois, sinon je pense que ce serait très difficile d'arriver à mater. De plus, cela offre de nombreuses particularités tactiques et stratégiques qui sont vraiment très intéressantes à découvrir. Enfin, sachez qu'en cas de répétition de coups, également la partie est perdue. Donc par exemple, vous attaquez le roi bouge, voilà, vous faites ça plusieurs fois. Dans ce cas, c'est les rouges qui ont perdu la partie. Là encore, c'est un élément central à avoir en tête, plutôt pour les joueurs d'un niveau plus élevé évidemment et non pas pour les débutants, mais ça peut faire partie intégrante de la stratégie de défense, de forcer l'adversaire à une répétition de coups sous peine de risque de perdre pour une autre raison. Enfin, sachez qu'il peut parfois y avoir égalité en cas de manque de matériel pour mater. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour vous faire découvrir les règles des échecs chinois. J'espère que ça vous donnera envie de découvrir ce jeu qui est absolument fantastique. Merci et à bientôt.